Voilà. Donc, bon, ça, je l'ai ajouté en haut hein, parce que c'est grâce à ce framework pour utiliser Git et GitHub avec les développeurs voilà, qui sont partout. Hein. Voilà. Alors, Git et GitHub par la pratique, il y a même en fait un bon livre voilà, que j'avais acheté quand même, qui parle que de Git et de GitHub, qui est un très bon livre quand même. Le titre même, c'est Git et GitHub par la pratique. Voilà, donc généralité sur Git et GitHub. Déjà, ce qu'il faut comprendre avec ces deux termes-là, Git est un outil de versionning. Si on dit outil, peut-être c'est un ensemble de commandes que vous allez utiliser pour bien gérer votre code, faire le versionning, c'est-à-dire créer des versions du code, pouvoir également envoyer votre code en ligne, pouvoir récupérer votre code depuis votre dépôt distant, ce qu'on appelle des dépôts en ligne, sur votre machine, pouvoir également bon, peut-être faire des fetch, des merge, créer des branches, etc. De toute façon, on va avoir en fait pas mal de termes avec Git. GitHub est un dépôt distant. Donc, c'est une plateforme en ligne qui permet tout simplement de stocker le plus souvent du code source, le plus souvent, voilà, du code source en ligne. Et pour l'histoire, hein, ça a été vraiment très utilisé pour le développement du système d'exploitation Linux avec vraiment le monde du libre, avec l'open source. Voilà, ça, il faut très bien le comprendre. Donc, et là, maintenant, les entreprises l'utilisent surtout en développement informatique pour permettre à plusieurs développeurs de travailler sur le même projet. Okay? Voilà, donc, il y a également bon, d'autres sites hein, comme GitLab, comme Bitbucket, etc., que vous pouvez utiliser aussi pour également gérer votre outil en ligne. En général, il y a également ce qu'on appelle de nos jours le DevOps, c'est-à-dire le développement et l'opérationnel. Le DevOps, c'est un mouvement qui permet tout simplement, en tant que développeur, de pouvoir gérer toute une chaîne de production. Quand on dit chaîne de Pardon. production, voilà, donc quand on dit chaîne de production, c'est de pouvoir coder depuis ma machine. Et à chaque fois maintenant que je tape une commande, ça vraiment qu'il y ait des répercussions jusqu'au serveur, jusqu'au déploiement. C'est-à-dire une seule commande et l'application est déployée dans un serveur distant. Mais pour cela, en fait, il y a ce qu'on appelle des intégrations qu'on doit faire, ce qu'on appelle de l'intégration continue ou bien développement continu, où je code un module, une fonctionnalité, je l'envoie au niveau de mon GitHub, automatiquement, c'est envoyé au niveau du repo distant. OK? Monsieur, allô? Allô, oui? Oui, pardon. Vous parlez tout à l'heure de Bitbucket. On peut vous envoyer notre lien de Bitbucket si on est dessus. Si, On peut le mettre dans le si fichier au lieu de créer un si vous nouveau lien. l'avez. Si vous avez des dépôts en ligne, vous pouvez m'envoyer. Allô? D'accord, merci. OK. Alors, donc, OK. Donc, bon, je pense que vous pouvez envoyer un message dans tous ces détails. OK. Donc, je reviens en fait un peu sur la présentation. Toujours par rapport à ça, à cette partie de DevOps. Voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vraiment qu'on puisse séparer le développement de l'opérationnel. Qu'on a un développement, après, maintenant, on demande en fait à la partie opérationnelle, voilà, donc de nous configurer l'environnement. OK. Après, maintenant, il y a vraiment des problèmes de version d'environnement et autres. C'est pour ça qu'on a créé en fait même des systèmes de containerisation qu'on appelle Docker. Voilà. Docker également bon, est un outil qui permet de faire du déploiement tout en vraiment en faisant abstraction du système d'exploitation via un système de virtualisation avec vraiment le saut de ce qu'on appelle l'hyperviseur. Bon, l'hyperviseur, c'est le système de machines virtuelles. Avant, en fait, si on voulait vraiment créer un système cloud, on crée en fait avec un système physique plusieurs machines virtuelles. Et ces machines virtuelles, comme sont vraiment sur la même machine, donc ils sont dans le même réseau, avec un système de DNS, DHCP plutôt, ils ont des adresses IP, voilà, donc allouées directement par le serveur. Ce qui fait que déjà, c'est un réseau. Ainsi, comme c'est un réseau et chaque adresse IP maintenant sera également routable, vous pouvez également sauvegarder vos projets là-bas sous forme de déploiement et automatiquement, ils peuvent communiquer. Je donne un exemple, j'ai un serveur virtuel où je vais installer MySQL ou bien mon serveur de base de données, quel que soit le serveur. J'ai également bon, peut-être mon serveur d'application qui est installé ou bien mon serveur web et je vais y stocker mon application en PHP, comme nous sommes en PHP. Okay. J'ai également peut-être une application API avec un autre serveur, etc. et je fais communiquer. Tout ça, c'était bon, mais le seul problème, c'est que ça consomme beaucoup de ressources parce qu'il faut installer autant de machines virtuelles.
Maintenant, cela ensuite maintenant va via ce qu'on appelle la création d'images. Voilà. Donc, pour les images, hein, donc, je ne sais pas si vous le faites, mais en général, quand on cours de système, dans les cours de système d'exploitation, on vous demande peut-être d'installer un CentOS ou bien un Red Hat ou bien un Debian. Et au niveau de ce Debian ou bien Ubuntu, on vous demande de faire la configuration DNS. Après la configuration DNS, on vous demande de faire maintenant d'autres configurations supplémentaires, comme les serveurs de fichiers, donc, ou bien peut-être les serveurs d'adressage automatique d'IP, etc. Ce qu'on peut faire, c'est que dès que moi je fais la configuration, je peux donner l'image de mon système. Tu l'intègres directement dans ta machine virtuelle et tu continues les configurations de base. Ce système d'image a été utilisé et également récupéré dans Docker pour créer ce qu'on appelle un Docker Hub. Et quand vous entrez dans Docker Hub, peut-être on aura le temps de revenir un peu sur ça, sur la partie déploiement. Mais de toute façon, en master, vous aurez un cours de DevOps, 100%. En master génie logiciel, vous aurez un cours de DevOps. Parce que ça, juste pour vous dire que l'informatique, ça évolue. Donc, les cours qu'on faisait, peut-être il y a de cela 2 ans, 3 ans, bon, les cours de base vont rester, mais c'est sûr et certain qu'il y aura des cours qu'on va intégrer en 2021 ou bien en 2022 ou bien en 2023. Pourquoi? Parce que l'informatique évolue. On ne peut pas en fait être en 2023, faire un cours comme si on était en 99. Voilà. Bien que 99 c'est hier, mais on ne peut pas le faire parce que l'informatique ça évolue comme pas possible et également les habitudes des développeurs évoluent. Les mises à jour également des systèmes d'exploitation ne nous attendent pas. C'est pour ça que ces problématiques de containerisation, de Docker, d'images, de GitHub, de GitLab, de Bitbucket, de Git, etc. sont des problématiques où le développeur doit avoir ses compétences impérativement. OK? Voilà. Donc, juste pour vous dire que après ceci, il y aura une suite vraiment très, 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 très importante et très élevée aussi, où vraiment vous allez pouvoir gérer toute une chaîne jusqu'à la fin. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est vraiment la manipulation de nos repositories distants avec Git. OK, c'est quoi en fait maintenant Git et GitHub? Une généralité. Là, je vais parler un peu de GitHub. Après, maintenant, Git, vous allez même le voir derrière, en bac, parce que je vous ai dit que Git est un ensemble, est un outil de versionning. Et c'est également un ensemble de commandes qu'on va taper pour pouvoir gérer nos repos, etc. Ça, je suppose que c'est mon repo serveur de GitHub. GitHub ici. Donc, GitHub, c'est la plateforme en ligne, le web. Ça s'appelle également GitLab, autre. Mais là, on va se concentrer sur GitHub. OK? Ici, c'est notre repo distant et nous devons envoyer en fait ces fichiers-là, ici. Donc, je crée juste en fait ici un compte. Je valide le compte. Et je crée également un repository. Il faut que je crée un dossier. Pour chaque projet, maintenant, il y aura un dossier correspondant. C'est ça qu'on appelle le repository. De temps en temps, vous voyez même le mot repository dans les frameworks. Nous, on l'a utilisé dans Saman pour préciser tout ce qui est accès aux données. C'est un repository. Vous allez voir également aussi en Spring, les frameworks également de Java, repository, etc. Je ne suis pas repository. OK? Le repository, dès que vous entendez parler de ça, c'est une source de données à manipuler. Alors, là, c'est une source de données, donc on crée juste en fait le dépôt au niveau de GitHub. Et là, c'est ma machine locale, local computer. Je suis ici, c'est là où je travaille. Je crée un fichier, un exemple Python, PHP, tout ce que je veux. À chaque fois que je crée un nouveau fichier, je fais quoi? Git add le nom du fichier. Mais avant ça, il faut d'abord initialiser avec un git init. Dès que vous faites un git init, c'est comme si j'ai créé un repository local. C'est-à-dire j'ai créé tout simplement une base de données de Git qui va maintenant permettre de faire des links entre les repos locaux et les repos distants. Mais là, j'ai initialisé avec git init. Automatiquement, un fichier .git sera créé au niveau de ma machine et ce sera caché. J'ai créé un premier fichier, un exemple, j'ai téléchargé Saman, tout le framework de Saman ou bien tout Symfony. Mais avant ça, j'avais déjà fait un git init au niveau de dossier local. Je me pointe là-bas et je tape maintenant la commande qui peut me télécharger. J'ai téléchargé énormément de fichiers d'un framework. Je dis quoi? Git add. Fichier par fichier. Mais ça risque de prendre du temps. Peut-être si c'était 2, 3 fichiers vite fait, on peut citer les fichiers. Mais si vous voulez citer tous les fichiers, vous mettez tout simplement un point ou bien étoile. Cela veut dire quoi? Je viens d'ajouter maintenant tout le projet que je viens de télécharger dans mon repo, dans la base de données de Git local. Une fois que le add est fait maintenant et que ça marche, vous pouvez également faire un Git status pour voir un peu. Automatiquement, faites maintenant un Git commit. Le Git commit, vous ajoutez également un message avec -m pour préciser que là, maintenant, j'ai validé et également la version que je suis en train de créer est liée à ça. Vous précisez également le message.
Une fois que le commit est fait, donc là maintenant, vous avez ici la base de données version database. Là maintenant, j'ai créé une première version que quand j'envoie, vous allez voir le commentaire même de cette version-là. Tous les fichiers que je vais ajouter, un à un, avec les adds, seront ajoutés au niveau de staging area. Après, maintenant, ça sera ajouté au niveau de version database. Une fois que tous les fichiers sont ajoutés maintenant, je vais faire un git push. Mais avant ça, bien sûr, il y a le git remote qu'il faut faire. Le remote permet tout simplement de linker le repository local du repository distant. Donc, le link est fait et je fais maintenant git push, moi U origin master quand je travaille en master, ou bien moi U origin et je précise peut-être ma branche en général. Quand vous travaillez maintenant avec beaucoup de développeurs, il ne faut pas travailler sur master, travailler sur votre branche. Et là, le projet qui est là, en local, est automatiquement envoyé en ligne. Ça, c'est le résumé du fonctionnement général de GitHub avec Git. Alors, techniquement, comment ça fonctionne? Techniquement, vous allez d'abord créer ce qu'on appelle un repository, création de repository dans GitHub. Mais avant ça, bien sûr, il faut aller dans GitHub et vous créer un compte. Quand vous créez un compte, vous mettez seulement, en fait, au niveau de GitHub, ici, création d'un compte dans GitHub, http://github.com. Voilà, vous créez le compte GitHub. Une fois que le compte est créé, vous allez recevoir en fait un lien au niveau de votre mail, l'adresse mail qui a été utilisée. Vous cliquez pour revenir au niveau du site pour valider l'inscription. La création du compte est validée. L'étape suivante maintenant, c'est la création des repositories ici. Si vous avez également peut-être d'autres projets dans d'autres repositories également, vous pouvez les emporter. Mais là, on va utiliser ici un new repository. Quand vous cliquez sur New Repository, vous précisez le nom de votre repository. Après, c'est à vous de préciser privé ou public. Ça, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas que les repositories soient visibles par les autres, vous mettez en privé, sinon vous mettez en public. OK. Une fois que le repo est créé, c'est OK. Ce qui reste maintenant, ce sont les commandes. Automatiquement, on va mettre à votre disposition maintenant quelques commandes. Mais il faut comprendre que Git, quel que soit Alpha, vraiment est pour Linux. Quel que soit le système que vous allez utiliser, Git, les commandes, c'est Linux. Maintenant, si vous travaillez maintenant sous Linux, hein, c'est un exemple. Si c'est Debian, vous mettez apt-get install Git, c'est installé, et vous commencez à travailler tranquillement. Si vous travaillez sur Fedora, c'est-à-dire tout ce qui tourne, les yam install, etc., avec les Red Hat et autres, vous mettez yam install et vous téléchargez Git. Si vous travaillez sous Mac, vous pouvez installer en fait ici un Git SCM, ou bien vous travaillez sur Linux également, il y a également le Git SM également pour Windows. Voilà. Donc pour ces deux-là, mais quand même, comme Mac également est trop proche de Linux également, il est possible d'utiliser également ça pour installer au niveau de Mac aussi. Voilà. Alors, donc, ça c'est l'installation de Git SM, SCM de Windows, quand vous travaillez sur Windows. Voilà. Donc, si vous travaillez sur Windows, vous téléchargez Git SCM, c'est ce petit logiciel-là, et vous allez créer maintenant un dossier sur votre machine en local. Créer un dossier, c'est-à-dire au niveau peut-être des AMP, de WAMP, ça dépend de vous. En tout cas, là, vous allez travailler, ce qu'on appelle votre espace de travail. Vous créez votre dossier, c'est le projet même que vous créez. Vous faites clic droit et vous sélectionnez Git Bash Here. Là, je suis Windows. Bon, j'ai fait extrait de prendre Windows parce que la plupart parmi vous sont sur Windows. Si c'est Linux, c'est très facile parce que déjà Git sera intégré comme commande de base. Alors, si vous faites Git Bash Here, même le terminal, ce sera en fait des dollars, comme sous Linux. Vous faites la configuration maintenant de votre repository. Vous faites maintenant, le global là signifie que c'est général, hein, ou bien moi j'ai, mais si vous voulez que maintenant cette configuration de GitHub se limite tout simplement à votre repo local, dans ce cas, vous pouvez ne pas mettre ça. Donc, git config. Le username, ça c'est quel username? C'est le username des repository. C'est-à-dire, quand vous venez ici, chaque repository a un username. Regardez, ce username-là, c'est ça. C'est ça le username. Et ça, maintenant, c'est le repository. Chaque repository associe un username. Et quand vous créez un compte GitHub, ils vont vous demander en fait un username, un name ou en fait quoi, ainsi que l'adresse mail qui sera associée. Okay? Voilà, vous précisez le username en fait de votre repo distant. Vous précisez également l'adresse mail qui a été utilisée pour la création du compte. Automatiquement, avec ça, on a terminé la configuration. Ce qui reste maintenant, c'est
de pouvoir maintenant linker avec l'initialisation. On tape maintenant la commande git init pour pouvoir maintenant initialiser notre dossier local pour que la base de données locale soit créée, voilà, avec le local area. Ensuite, je vais ajouter un petit fichier README. Voilà. Ces fichiers readme.md, c'est des fichiers de configuration de GitHub qui permettent d'ajouter vraiment beaucoup de choses avec une très bonne documentation même. Parfois, quand vous créez ces genres de fichiers-là, vous n'avez même pas besoin de faire vraiment beaucoup de documentation parce que là, dès qu'on se connecte, on va voir un peu avec des systèmes d'annotation, avec des tildes, etc. Vous allez avoir un document très joli, voilà, avec des README files. Alors, donc, git add, ça, je suis en train d'ajouter un fichier. Toujours, je suis dans mon dossier GitHub. J'ai fait initialisation et j'ai dit git add ça. Puis, encore une fois, tout ça, je l'ai expliqué tout à l'heure avec le schéma. Git commit, -m, first commit. En fait, c'est ce fichier-là. Et une fois que j'ai créé mon fichier, je fais un add, après je vais faire un commit. Si je fais le commit maintenant, je vais faire le remote. Une fois que le remote est fait, je fais le push. Je reviens au niveau des commandes. Mais dès que vous créez également un repository, ces commandes vous seront automatiquement proposées. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de parcuriser tout ça. Dès que vous créez un repo, vous avez ça. Après, maintenant, c'est à vous peut-être de copier quelque part. En cas de besoin, vous faites copie et vous tapez la commande. Alors, git commit-m et vous précisez ici la raison de votre commit. Pourquoi en fait vous avez fait un commit? Parce que peut-être moi, on m'a demandé de mettre à jour peut-être le système de mailing, ou bien on m'a demandé en fait d'ajouter quelque chose, ou bien je viens de créer le projet et j'ai envoyé par le Scrum Master, etc. Je fais git commit-m un message. Puis oui, je dois maintenant linker mon dépôt local avec le repository distant. Ça a dit saman.mvc.git de l'autre côté avec mon username là. J'ai fait quoi? Git remote add origin et ça. Une fois que ce link est fait maintenant, je peux envoyer dans la branche master. Sinon, maintenant, je fais quoi? Git branch. Je crée une nouvelle branche si je suis invité, puis j'envoie. Sinon, je fais quoi? Git push, mon origin, master, je tape sur entrée. On va me demander ici le username. Je précise ce username que j'avais précisé. Le mot de passe, je précise le mot de passe pour me connecter. Et là, c'est bon, les données seront envoyées. Ça dit que ce sera envoyé au niveau de mon repository distant. Okay? Alors, par la pratique, voici un exemple. Donc là, ça c'est sur Windows où j'ai démarré avec Git Bash here. Automatiquement, le XAMPP qui est dans le disque local C sera automatiquement transformé en chemin Linux. Avec là, je suis connecté en tant que master. Je fais quoi? Git status. Cette commande-là permet tout simplement de voir quels sont les fichiers de configuration. Ça, je suis dans le framework Saman avec le dossier config, le dossier contrôleur que je viens d'ajouter, etc. Tout ce qui est créé comme nouveau fichier qui n'est pas encore envoyé sera précisé en rouge, sera spécifié en rouge. Git branch avec cette commande git status. Ensuite, je fais quoi? Git add. Tous les fichiers là que je ne peux pas citer, hein, je peux citer fichier par fichier, mais ça va me prendre du temps. Je fais seulement quoi? Git add point. Je tape sur entrée. Tout ça, c'est ajouté. Je refais maintenant un git status. Tous les éléments qui étaient en rouge seront maintenant en vert. Pour dire quoi? Que les éléments maintenant sont ajoutés dans notre base de données locale en vert. Ensuite, ça reste le commit. J'ai fait quoi? Git commit mise à jour de l'email. Peut-être tout ce que je voulais faire, je voulais tout simplement faire une mise à jour en fait du mail du framework. OK. Mise à jour de l'email. On me dit quoi? 9 fichiers touchés, changed, 20 insertions et 10 delete. Parfois, on fait des modifications, on supprime des fichiers, on ajoute des choses, parfois on modifie le code extra, il te donne les statistiques. Donc, le commit est fait. Ce qui reste maintenant, c'est le remote, git remote add origin. Je spécifie ça. OK? Il me dit tout simplement que c'est déjà fait parce qu'il l'avait fait, mais c'était déjà en fait un rafraîchissement. Bon, le pull là, ce n'est pas une obligation, mais de temps en temps, bon, pour rafraîchir également, on peut faire un pull. Le pull, c'est un peu à la fois le link et l'extraction. C'est pour en fait faire une mise à jour du dépôt local en fonction du dépôt distant. Si vous sentez que peut-être, mais moi, apparemment, le dépôt distant là, ce n'est pas à jour, en fonction de ce que j'ai en local, vous faites un pull. Si vous faites un pull, automatiquement, ça met à jour. Mais ici, déjà, on me dit quoi? Already up to date. Donc, il n'y a rien à mettre à jour. Tout est à jour déjà. C'est ça, en fait. Il y a un fetch qui est fait, fetch header.
Ensuite, on fait quoi? Git push maintenant, origin master, automatiquement. On me demande ici, il va te demander automatiquement de donner le username. Voici le username que j'ai saisi, c'est là. Voilà, c'est ça. Vous tapez sur Entrée, il vous demande le mot de passe, vous mettez le mot de passe et il va maintenant rouler jusqu'à 100% et tout est envoyé au niveau de master. Voilà. Depuis ces clés-là, et c'est envoyé. Avec ça, on vient d'envoyer notre code source en ligne avec une mise à jour dans GitHub. Si vous travaillez en équipe, vous êtes 4 développeurs ou bien 3 développeurs sur un même projet, vous n'avez pas le droit de travailler directement sur master, sinon il y aura des conflits. Les conflits, c'est quoi? C'est que je suis un développeur A qui doit coder un exemple 4 repositories, 4 entités. Le développeur B doit coder 4 entités, mais malheureusement, parmi nous, il y a quelqu'un qui a, ou bien on travaille sur, par erreur sur une entité et en même temps, on fait des pushes. Quand j'envoie, ma version disque en premier, ma version risque d'être supprimée par la version de l'autre. Pour éviter cela, l'idéal est de créer des branches distantes après faire des merges. C'est ça l'objectif de ça. Alors, c'est quoi une branche? Comme son l'indique, hein, déjà, vous pouvez même le comprendre. Hein, branche, et nous tous, notre objectif, c'est de montrer au niveau de l'arbre. Et quand on monte au niveau de l'arbre, chaque personne doit peut-être travailler pour que l'arbre soit bien géré. Mais chaque personne, dans ce cas, on ne doit pas montrer sur la même branche parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Chaque personne travaille sur sa branche. Une fois que toutes les branches sont bien gérées maintenant, c'est comme si l'arbre est très bien géré. Et pour gérer les branches, chaque branche maintenant a peut-être des feuilles, a peut-être des fruits à gérer, a peut-être des trucs, etc. Vous, les fruits, c'est à vous de les créer. Les feuilles, c'est à vous de les créer. C'est le contenu. Un exemple. Nous sommes 4 développeurs. Un développeur doit gérer les contrôleurs, ainsi que la logique métier, l'algorithmique. Un développeur doit gérer les entités et les repositories. Un développeur doit gérer la partie interface avec les interfaces de base. Un développeur maintenant doit prendre le relais sur les interfaces de base pour ajouter maintenant des fonctionnalités. Nous sommes 4. On a tous le même objectif, c'est de développer une application complète. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque développeur qui est invité va créer sa branche. Une fois que la branche est créée, vous faites maintenant des git branches et vous envoyez au niveau de votre repository. Git branch et vous mettez le nom. Là, c'est un exemple. Git branch, nouvelle branche. Une fois que moi j'écris ma branche, maintenant, il faut que je me positionne sur cette branche pour commencer à travailler. Je dis quoi? Git checkout, le nom de la nouvelle branche. Travailler avec une nouvelle branche. Git branch. Maintenant, si vous écrivez Git branch seulement, vous avez listé toutes les branches qui existent. Il y a la branche de M. A, la branche de M. B, M. C, etc. Toutes les branches, et chaque personne va donner un nom pour sa branche. Et quelle que soit la personne qui se connecte, il pourra avoir en fait des branches existantes. Maintenant, il est possible de faire un raccourci. Lors de la création de la branche, je vais directement positionner sur la branche. C'est Git checkout -b, nouvelle branche. Avec l'option -b, vous allez créer une nouvelle branche, puis travailler avec automatiquement sur cette branche. Et dès que vous le faites, vous aurez ça. C'est-à-dire, pour savoir si je suis positionné sur une branche, ça va changer ici. Là. Ensuite, maintenant, c'est à vous de continuer maintenant pour faire un commit sélectionné, etc. Voilà. Voilà. Commit dans une nouvelle branche, vous positionnez dans cette branche et vous faites vos commits et tout. Fusion de branches. Imagine-toi maintenant que moi, on a la branche master à la fin, on a tout codé. Nous devons maintenant prendre les codes des deux branches et pour les ajouter, il faut faire un checkout dans master pour se positionner dans master. Et vous faites maintenant ce qu'on appelle des merges, des fusions. Git merge, la branche de M. A qui travaille sur les entités, ça sera ajouté dans master. La branche de M. B qui travaille sur les contrôleurs, ça sera ajouté, etc. Donc, avec Git branch, avec Git merge, la branche, automatiquement, tout est ajouté dans master. OK, donc, ça, c'est clair. Mais il y a quelque chose de très important également, ce qu'on appelle la copie de dépôt en ligne, les clones. Les clones, c'est quoi? À chaque fois qu'on vous invite sur un projet, après, il y a des invitations. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. On va les faire ensemble. Si vous travaillez sur une équipe, le chef de projet crée le projet en ligne de GitHub et vous invite. C'est fini. S'il y a peut-être des costos à ajouter, il ajoute juste quelques trucs, mais le plus souvent, c'est à vous de faire le boulot. Après, il fait la fusion.
Le fait de copier et de récupérer le projet maintenant, c'est ce qu'on appelle clone. Cloner, en fait, en repo. Vous faites quoi? Git clone. Voilà, ce que vous voulez cloner, et le code est ajouté ici. Vous faites un CD pour ce projet à l'intérieur. Vous faites un ls, vous aurez tout le repo en local. La première des choses, après avoir cloné, c'est de créer en fait, une branche. Et vous commencez à travailler. Tout ce que vous envoyez sera envoyé dans ce repository-là, mais dans une nouvelle branche. Voici quelques commandes que j'ai répertoriées en cascade. Git clone, c'est là. Git branch, le nom de votre branche. Git checkout, le nom de la nouvelle branche. Git add, tous les fichiers. Git commit, vous mettez un message. Git push dans votre branche et les données sont envoyées dans votre branche. En cas de problème, vous mettez quoi? Git pull. Mais avec ça, déjà, si tout se passe bien, les données qui sont dans votre machine locale seront envoyées dans votre branche en tant que développeur invité dans un projet. Et vous allez toujours travailler ainsi en entreprise. Vous allez tout le temps travailler avec 2, 3, 4, 5 développeurs, voire même plus sur le même projet. OK, exemple. On a créé en fait un outil qui s'appelle Samantli. C'est un certain Mba qui l'a créé. Bon, c'était un ancien étudiant de Easy, un Congolais. C'est lui qui a créé en fait Samantli, CLI, un peu comme il y a des outils qui permettent de faire des, voilà, des commandes, etc. Il avait appelé Samantli. Ça, c'est un exemple. Il pourrait ajouter un peu plus. Git clone, parce qu'après, on t'envoie l'invitation. Et tu fais quoi? Git branch secteur du 6, Samantli, ça. Là, je viens de créer une branche. C'est pour que dans les frameworks, il y ait Samantli, Samant Security, Samant Truc, etc. Voilà. Ensuite, vous faites quoi? Git checkout pour positionner dans ça. Vous faites quoi? Git push, bon, bien sûr, après, il y a les git add en cas s'il y a des fichiers à l'intérieur. Hein. Git push, moi, origine, vous mettez Samantli, et envoyez. Je veux maintenant prendre le dossier Samantli que je vais ajouter dans Samant. Je fais quoi? Git checkout master, et je fais un merge, et je fais encore, bon, pour valider, hein, push. Mais déjà, avec ça, automatiquement, la fusion est faite. Voilà, origine master, et tout est fusionné à 100%. Bon, ceci peut-être c'est utilisation personnelle, ou bien vraiment en tant que chef de projet manager. Les forks. Les forks, c'est le fait de créer, d'avoir un GitHub A et un GitHub B, et vouloir prendre un repository de A vers le B. C'est ça qu'on appelle l'extraction et la fusion. Vous prenez fork d'un GitHub A vers un GitHub B. Un exemple, le GitHub de Joe vers votre repository. Vous faites ce qu'on appelle l'extraction, le fetch, vous faites une fusion et vous envoyez. Okay? Donc, avec git fetch, son GitHub, et après il faut initialiser, vous faites un merge pour que ça soit fusionné dans votre projet, vous faites un push, c'est envoyé dans votre repository. GitHub de A vers GitHub de B. Vous avez votre GitHub, vous ne voulez pas créer de branche, mais vous voulez récupérer juste en fait du code pour l'envoyer dans notre GitHub, c'est comme ça. Alors, concrètement, c'est ça. Vous faites un git remote-v, on vous montre en fait les GitHub qui sont disponibles en local. Vous faites un git remote upstream. Là, maintenant, je veux linker le GitHub distant, le GitHub là, et un upstream que je vais faire. Une fois que j'ai fait, dès que je fais encore un git-v, on montre encore les informations de ce GitHub là. Donc, j'ai fait un remote. Maintenant, je vais faire quoi? Le fetch. Je vais faire le fetch, c'est ça. Une fois que le fetch est fait, je vais faire un merge, toujours de ça, et c'est fusionné. Et là, maintenant, je vais faire un push. Là, maintenant, je vais envoyer dans ma branche. Voilà. Donc, j'ai récupéré les repos de A pour l'envoyer pour mon repo de B, dans le repo de B. Voilà. Donc, c'est ça la présentation. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser? Je suis à l'écoute.